Donc déjà, mon parcours, en effet, comme l'a dit Raphaël très justement, c'est que j'ai grandi à Montréal. Je suis un des premiers occidentaux à avoir été reconnu, identifié comme étant la réincarnation d'un maître bouddhiste tibétain. C'est déjà le fait de reconnaître des gens, des enfants comme étant des réincarnations, c'est un système qui a commencé il y a assez longtemps. C'est au 11e, 12e siècle au Tibet que ça va se développer. Et puis, il y a eu quelques cas d'étrangers, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas purement des Tibétains, qui ont été reconnus. Le 4e Dalai Lama, par exemple, a été reconnu, c'était en fait celui qui a été reconnu comme étant le 4e Dalai Lama, était le petit-fils d'un grand Khan mongol en Mongolie, donc il était mongol, il n'était pas tibétain purement. Et puis, bon, parfois on retrouve des réincarnations au Népal, parfois en Inde. Maintenant, surtout depuis l'exil des Tibétains, depuis leur départ en masse du Tibet et leur exil en Inde, on retrouve de plus en plus de réincarnations en Inde. Et dans les années 70, en fait, il y a eu vraiment une nouveauté, c'était le bouddhisme tibétain arrive dans la fin des années 60, début des années 70, en Occident, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Et c'est à ce moment-là que, aux alentours de 1976, en fait, qu'on a les premières, 76, 77, 78, on a les premières identifications d'enfants comme étant des réincarnations. Alors, moi, ça s'est fait un petit peu plus tard que ça, légèrement, en fait, c'était en 79, à peu près 79, que ça s'est fait. Et voilà, j'étais à Montréal, et puis il y a, pour donner toute l'histoire, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà enseigné ce nom, parce que maintenant j'ai un site web et tout, et j'ai un film qui a été fait, un film documentaire qui a été fait sur ma vie, c'était fait en 94, donc ça date un petit peu, par un cinéaste québécois, Marcel Poulain, qui maintenant fait des voyages partout en Asie. Et donc ce film-là, il est disponible gratuitement sur mon site. Puis parfois on peut le trouver sur YouTube aussi. Donc je ne sais pas jamais qui est-ce qui a vu ou qui n'a pas vu, etc. Mais en tout cas, pour vous donner un petit peu un résumé de mon parcours, c'est à l'âge mes parents étaient... Déjà, je suis né dans une famille bouddhiste. Donc mes parents, qui étaient eux-mêmes d'origine juive et protestante pour ma mère, ils sont devenus, c'était des hippies, ils sont devenus bouddhistes assez tôt. Et voilà, ils vivaient un petit peu dans des centres bouddhistes comme ça, et puis ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils cherchaient surtout à vivre en faisant quelque chose en rapport avec le bouddhisme. Et donc ils habitaient un petit centre bouddhiste dans le nord de l'Ontario. Et un jour, il y a un maître qui est venu, qui s'appelait Kalo Rinpoche. Et ils ont rencontré ce maître, ils ont décidé de devenir ses disciples. C'est peut-être 10 mois après que je suis né. Je suis né 10 mois plus tard. Et mes parents, donc moi je suis né à Vancouver, mes parents habitaient là-bas. Ils sont revenus à Montréal. Ils ont commencé ils ont voulu vraiment vivre à Montréal. La famille de mon père vivait à cette époque-là à Montréal.
Et donc ils se sont installés à Montréal pour y vivre, et ils ont décidé de créer, à ce moment-là, ils ont rencontré d'autres bouddhistes, et ils ont décidé de créer un lieu, un centre bouddhiste, un lieu dans lequel les gens pouvaient se retrouver pour pratiquer ensemble tout simplement le bouddhisme. Donc, faire des rituels, parfois c'était faire des rituels, parfois c'était méditer. Et donc, et puis ils invitaient surtout des maîtres qui étaient des 4 écoles du bouddhisme tibétain. Donc il y en a 4, maintenant vous savez, ceux qui ne savaient pas. Donc il y a 4 écoles du bouddhisme tibétain. Et donc mes parents invitaient, donc c'est des maîtres qui venaient de toutes les écoles. Et il y avait à cette époque-là aussi à Montréal, à Longueuil très justement, un maître tibétain qui habitait, qui s'appelait Geshe Khenrab. Et bon, il venait très souvent à la maison, mes parents allaient là-bas, c'était toujours des allers-retours, on partageait beaucoup de temps ensemble, et puis donc on a appris à le connaître. C'était vraiment un ami, en même temps c'était un maître. Et lui-même, il invitait des maîtres de son école, donc qui était l'école qu'on appelle l'école Gelugpa, qui est très souvent connue sous le titre sous l'épithète de l'école des bonnets jaunes, donc l'école dont fait partie les Dalai Lama. Et lui, il invitait beaucoup des maîtres qui venaient de cette école-là à Montréal pour faire des enseignements et tout. Et un jour, il a invité un ancien abbé d'un monastère qui était à l'origine qui était au Tibet, mais qui était maintenant en Inde. Et pour faire des enseignements, mes parents donc l'ont rencontré et l'ont invité à la maison, prendre un repas, faire un enseignement, ce qu'il a fait. Et c'est suite à cette rencontre que j'ai commencé à dire à ma mère que j'avais un maître, qu'il s'appelait un tel, que j'avais des amis qui s'appelaient un tel, un tel, un tel. Et donc j'ai commencé à raconter toutes sortes de choses vraiment, comme quoi on avait l'impression qu'on avait une vie un peu parallèle. Mais j'avais à l'époque 3 ans. Donc, à 3 ans, je commence à raconter ça, et puis je disais que je les voyais dans mes rêves, qu'ils étaient là, et que je les voyais souvent, chaque fois que je rêvais, et puis j'ai toujours un nouvel épisode à raconter quand j'étais petit. Ma mère a trouvé ça très, très mignon. Elle s'est dit, oh, c'est super, notre fils est bouddhiste, il est vraiment bouddhiste naturellement, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et puis en même temps, quelle imagination. Et elle a rapporté ce que j'avais raconté à mon père. Mon père, lui, par hasard, l'a mentionné à ce maître qui était donc de passage à Montréal à cette époque-là. Et ce maître a dit, qui c'est qui a dit ça? Et mon père a dit, ben, c'est mon fils, il a 3 ans, il est à la maison, vous l'avez rencontré, c'est le petit. Et il a dit, c'est pas normal, c'est pas un enfant normal qui raconte ces histoires-là. Je veux le voir. Donc mon père, nous, on habitait à Outremont à l'époque. Et donc mon père était accompagné ce maître à Longueuil. Il est revenu me chercher à Outremont, à Longueuil. Et puis ce maître-là, il m'a posé des questions et je lui ai raconté ce que j'avais raconté à ma mère. Et il était vraiment très très content. Parce qu'il disait, en fait, c'est des gens que il parle de gens que j'ai connus au Tibet. Et donc, tous les noms que j'avais mentionnés, tous les noms que j'avais donnés, les descriptions que j'avais données sur les lieux où entre guillemets, j'habitais, c'est ce que je disais, c'était des lieux qu'il reconnaissait et surtout des noms qu'il connaissait, des gens qu'il avait connus lui. Et donc, il a trouvé ça assez étrange et il est reparti en Inde. Faire des recherches pour savoir de qui je pouvais être la réincarnation. Parce que pour lui, c'était clair, j'étais la réincarnation de quelqu'un. Et donc, il ne savait pas de qui, mais de quelqu'un. Donc, il fallait qu'il sache. Et puis, en plus,
en plus, comme j'ai dit, j'étais un des premiers occidentaux à avoir été reconnu déjà, mais un des premiers occidentaux, et surtout le premier à se rappeler de ce qui était finalement, on m'a expliqué plus tard, c'était que je m'étais rappelé de ma vie précédente, d'éléments de ma vie précédente. Donc c'est ça que je racontais. Et donc j'étais le premier occidental à avoir cette expérience dans ce cadre-là, et puis c'était un peu étrange. Donc ce maître-là, il est reparti en Inde, il a rencontré le Dalai Lama, il a parlé avec le Dalai Lama, et il a compilé en fait une liste de noms de potentiels candidats de qui je pouvais être la réincarnation. En fait, normalement, dans le système de réincarnation, on a un maître et on va à la recherche de sa réincarnation. Donc on a une liste de candidats, de jeunes enfants qui pourraient être la réincarnation de ce maître-là. Et après, le Dalai Lama, par exemple, va se prononcer sur qui sur un nom dans la liste. Parfois, il se prononce sur deux noms sur la liste en disant que celui-là, c'est la réincarnation du maître que vous recherchez, mais celui-là, c'est la réincarnation d'un autre maître. Ça arrive aussi. Mais là, c'était inversé. Donc, ils savaient que j'étais la réincarnation de quelqu'un, mais ils ne savaient pas de qui. Donc, voilà. Et ces recherches-là ont pris à peu près 4 ans pour vraiment définir qui je pouvais être. Donc, c'est à l'âge de 7-8 ans, ma famille a reçu 3 lettres. Une lettre de ce maître qui s'appelait Khenzo Pema Gyatsen et qui disait à mes parents que voilà, votre fils a été reconnu comme étant la réincarnation d'un maître tibétain. Comme c'est la première fois qu'un occidental soit reconnu dans cette école-là, le Dalai Lama veut s'en occuper personnellement. Et donc vous allez recevoir une deuxième lettre de la part du bureau de Sa Sainteté le Dalai Lama. Deuxième lettre, c'était en effet venant du bureau de Sa Sainteté le Dalai Lama, et ça disait votre fils a été reconnu comme étant la réincarnation d'un moine tibétain qui s'appelait Geshe Gyatse. Donc Geshe, c'est un titre, c'est un peu comme un doctorat. Donc c'est un titre, ça veut dire docteur en philosophie en gros. Et Gyatse, c'était le lieu, en fait il portait le nom du lieu d'où il venait au Tibet. Et donc voilà, c'était un maître qui s'appelait Geshe Gyatse, qui a vécu à peu près à cette époque-ci, et puis qui était très reconnu au sein de l'école Gelugpa, donc des bonnets jaunes, pour son acuité, pour son intelligence et sa prouesse en philosophie, mais aussi pour ses grandes capacités en tant que méditant. C'était un grand pratiquant aussi. Comme donc ça disait, Sa Sainteté le Dalai Lama veut s'en occuper, veut s'en charger directement. Il veut prendre en charge directement ce cas, puisque c'est la première fois. Donc voilà, donc vous allez être appelé à le rencontrer bientôt. Et puis une troisième lettre venant d'un monastère en Inde, qui s'appelait Sera, et qui disait, d'un groupe de moines dans ce monastère, qui disait votre fils a été reconnu comme étant la réincarnation d'un de nos maîtres, rendez-nous là tout de suite. C'était vraiment comme ça. Mes parents étaient bouddhistes donc depuis 8 ans. Ils ne savaient pas vraiment comment réagir, quelle réaction avoir. Ils étaient un peu partagés entre être bon bouddhiste et être bon parent. C'est déjà un premier challenge. Est-ce qu'on peut être bon parent et bon bouddhiste en même temps?
Et puis, s'était passé quelque chose de particulier, c'est que tout simplement, quand on parle de réincarnation, surtout dans le cadre de bouddhisme, on dit, oui, je suis bouddhiste, je crois à la réincarnation. Je crois à la réincarnation souvent comme si c'était quelque chose de très théorique. Mais quand ça devient très pratique, et que ça se passe dans sa famille, que c'est son enfant, ça prend un tout autre sens. Donc ça a été, pour mes parents, assez difficile, ça m'a beaucoup secoué. Sur le moment, ils ne savaient pas quoi faire, est-ce qu'on doit l'envoyer ou pas, est-ce qu'on veut le garder, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, pendant assez longtemps, c'était une source de tension dans ma famille. Je ne savais pas quoi faire. J'étais à l'école, donc c'était difficile d'imaginer envoyer un enfant de 8 ans habiter dans un monastère en Inde. En plus, il ne pouvait pas rester avec moi. Donc, il aurait fallu qu'il m'amène là-bas, qu'il me laisse sur place, qu'il repart. Vous n'êtes peut-être pas tous parents, mais je pense que vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. Et donc, ils cherchaient vraiment une solution. Ils n'ont pas réussi à trouver. Ils sont venus me voir à un moment donné. Enfin, c'est ma mère qui est venue me voir. Et elle m'a dit, bon, tu connais la situation, tu sais qui tu es. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ma réponse, du haut de mes 8 ans, a été: je vais devoir partir un jour parce que tel est mon karma. Mais pour le moment, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas encore prêt, ce n'est pas le moment. Donc je lui avais répondu ça. Ma mère a été un petit peu marquée, elle est toujours, je pense, par ça, cette expérience. Et puis, ce pourquoi je suis toujours très reconnaissant, c'est qu'ils m'ont écouté. Ils ont décidé de m'écouter là-dedans. Ils ont entendu mon intuition qui parlait et que ce n'était pas le moment, il ne fallait pas que je parte maintenant. Un jour, je serais appelé à partir. Mais ce n'était pas encore à ce moment-là. Peu de temps après, il y a eu une épidémie dans le monastère, une épidémie de tuberculose. Donc c'était quasiment juste après. Moi j'étais asthmatique à cette époque-là. Donc j'aurais beaucoup souffert si j'avais été. Donc c'était pas encore le moment. Mais en tout cas, je suis finalement entre 8 ans et 14 ans, je suis resté donc au Canada. Enfin, je ne suis pas resté au Canada, je suis resté au Canada, mais ensuite je suis parti en France pendant un certain temps. Mais pendant tout ce temps-là, en fait, mes parents continuent à recevoir des lettres de la part de ce groupe de moines au monastère qui disaient: mais bon sang, rendez-nous notre réincarnation. Et puis c'était sans arrêt parfois des phrases assez choquantes, surtout pour les parents, du style s'il ne vient pas au monastère rapidement et qu'il a un accident et qu'il meurt, ça va être votre faute. C'est dur. Ça va être votre faute. Vous allez avoir un karma extrêmement négatif. Maintenant, vous savez tous, vous avez déjà entendu parler du mot karma, donc voilà, je peux l'utiliser comme ça. Mais donc ils ont mis pas mal de pression. Mes parents ne savaient toujours pas quoi faire, donc ils ont essayé d'accommoder un petit peu la situation en m'envoyant à droite, à gauche. Donc je passais beaucoup de temps. Donc pendant la semaine, j'étais à l'école. Les fins de semaine, je passais dans un centre, dans le centre de Geshe Khenrab, qui était au début à Longueuil, ensuite à Verdun. Et puis, j'ai essayé d'avoir une éducation de réincarnation, entre guillemets. Et c'était lorsque j'avais 12 ans, c'était décidé qu'on allait partir en Inde et que j'allais rejoindre le monastère.
manque de peau, comme on dit. Manque de peau, Indira Gandhi a été assassinée 3 jours avant notre départ. Donc, Indira Gandhi était le premier ministre de l'Inde à cette époque. Et donc, en fait, tous les Canadiens étaient rapatriés parce que c'était le chaos. Et c'était très, très, très tendu à Delhi à ce moment-là. Donc, nous, notre billet, on avait un billet Montréal-Paris, Paris-Delhi, et la partie Paris-Delhi a été annulée. Par contre, on ne pouvait pas annuler la partie Montréal-Paris. Et donc, on est allé à Paris. Il y a quand même des sorts pires dans la vie. Hein. On est allé à Paris, et à Paris, il y avait justement le maître Kalu Rinpoche, qui était le maître de mes parents, et qui, lui, faisait partie d'une autre école, donc l'école des Kelgupa, qui est une école assez ancienne aussi. Il était là, sur place, et mes parents ont demandé, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut plus aller au monastère parce que c'est trop tendu en Inde en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'est plus à l'école, on est un peu entre deux chaises. Et Kalu Rinpoche a dit, bah, il peut rester à Paris, et il peut apprendre le tibétain avec un des moines qui est à Paris. Et donc, ça a été décidé que j'allais rester à Paris. Donc, j'ai passé un peu plus d'1 an à habiter à Paris et à ne pas apprendre le tibétain. J'ai appris le français, ça m'a pris 3 mois, mais le tibétain, rien. Au bout d'1 an, j'ai passé un examen avec un grand maître, et qui a dit « ce sera bien qu'il revienne pendant au moins 1 an pour parfaire un petit peu son éducation ». Et donc, il était convenu que je fasse ça. Mais lorsque je suis revenu à Paris, j'ai entendu que mon maître, qui habitait normalement sur place, était parti faire une retraite de 3 ans en Inde. Donc, il n'allait pas être à Paris pendant au moins 3 ans. Donc, ça ne servait à rien que je reste à rien faire à Paris. Donc, ma mère m'a ramené au Canada. Et là, je passais beaucoup plus de temps donc, dans ce centre, le centre de Geshe Khenrab. Donc, là, c'était à Verdun. Donc là, je passais ma semaine sur place et les week-ends et les fins de semaine, j'étais à la maison. J'avais 13 ans, donc, et ensuite, quand j'ai eu 14 ans, je pense que c'était juste après mes 14 ans, là, on a été contacté par le bureau du Dalai Lama et par d'autres grands maîtres aussi qui disaient, bon, il a 14 ans, c'est le bon moment de l'envoyer en Inde. Et donc, c'était en octobre 86 que je suis parti vivre en Inde, dans le fameux monastère, parmi le groupe de moines qui avait mis tant de pression à mes parents. Et puis, pour commencer à recevoir une éducation de réincarnation. Une éducation qui est donnée traditionnellement aux réincarnations. Et c'est là, j'ai passé 6 ans de ma vie à étudier, 14 heures par jour, 6 jours par semaine. On avait le mardi, c'était congé parce qu'il y avait le mardi, il y avait le marché au village, donc de temps en temps, on allait faire les courses, et sinon c'était des études, des études, des études. Au bout de 6 ans, j'ai décidé que j'étais plus à ma place. Je me suis senti un petit peu... enfin vraiment ça, c'était vraiment, je me sentais plus du tout à ma place. Et que, en tant qu'occidental, je voulais être plus en contact avec les occidentaux. Je voulais être un peu dans ma culture, même si j'en ai plusieurs des cultures maintenant. Mais je voulais faire partie je me disais, je suis né en Occident, c'est sans doute pas pour rien. Et donc, comme normalement ça ne se fait pas de quitter le monastère avant d'avoir tout fini ses études, même si les études auraient duré 25 ans de plus, je suis monté au nord de l'Inde, à Dharamsala, pour rencontrer le Dalai Lama,
pour parler avec lui, pour discuter avec lui de mon intention de quitter le monastère. Et je vais partager avec vous l'histoire, comment ça s'est fait. C'est que j'avais pas prévu qui que ce soit. Et puis cette année-là, il y a eu énormément de personnes qui sont arrivées à Dharamsala parce qu'il y a eu un coup d'État au Népal. Donc, tous les gens qui allaient faire du trekking et tout ça, ils sont venus à Dharamsala et donc tous les hôtels complets. En plus, il y avait beaucoup de monde qui demandait des entretiens avec le Dalai Lama, donc il y en avait plus. Donc je suis allé au bureau, j'ai demandé est-ce que je ne peux pas avoir un entretien avec sa sainteté. Ils ont dit bah, malheureusement on n'a plus d'entretien privé. Donc la seule chose qu'on peut vous proposer, ce serait de faire, il va faire une bénédiction publique, telle date, à telle heure. Vous pouvez écrire une lettre et tenter de lui remettre à ce moment-là. Une bénédiction publique, c'est 5000 personnes qui font la queue comme ça, et puis il monte comme ça dans sa résidence, il leur fait une bénédiction, et puis les gens repartent. On flotte toujours un petit peu quand on part après une bénédiction de sa sainteté, mais bon. Et donc je disais 5000 personnes, c'est beaucoup de gens, mais j'ai dit ok, on va faire comme ça. Donc j'ai écrit une lettre, une belle lettre et tout, lui disant voilà, je pense peut-être repartir en Occident, je ne me sens plus vraiment à ma place dans un monastère, dans le monastère en Inde. Je considère la possibilité en fait, d'aller à l'université, faire des études supérieures. Je ne savais pas encore de quoi, mais voilà, je voulais faire des études supérieures pour pouvoir plus tard enseigner le bouddhisme à l'université. J'ai tout plié la lettre, tout scellé dans une enveloppe et tout pour que personne puisse le lire, personne puisse l'ouvrir sauf lui. Et je suis allé faire la queue avec 5000 autres personnes. Arrivé en haut, donc j'arrive devant sa sainteté et je lui remets ma lettre, il prend la lettre et il le donne à son intendant. Son intendant donc le tient comme ça. Et je suis juste sur le seuil de repartir. Je dis, bon, j'attendrai sa réponse. Et il dit, attends. Il dit, tu voulais pas repartir? Il dit, toi, tu voulais pas repartir en Occident? J'ai dit, oui. Il dit, ouais. Non, en fait, il a dit, tu voulais pas partir? Je dis, bah, je pensais peut-être rester ici un petit peu votre réponse à ma lettre. Et il a dit, non, vous voulez pas, tu voulais pas repartir en Occident? Je dis, ben si, c'était un peu ce que je disais dans ma lettre. Et il a dit, oui. Il a fait comme ça, il a dit, je pense que c'est une bonne idée. Et il a dit, mais il ne faut surtout pas gâcher ta vie. Il faut faire des études. Il faut que tu ailles à l'université. En fait, il était en train de répondre à toutes les questions qui étaient dans la lettre que je venais de lui donner, que lui, il a remis à son intendant, qu'il n'avait pas du tout ouvert. Il était en train de répondre sur place à toutes mes questions. Et en fait, il m'a dit au départ, il a dit, oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Il faut que tu ailles faire des études, et il faut que tu fasses de la psychologie, m'a dit-il. Il faut que tu fasses de la psychologie, comme ça tu pourras aider beaucoup de monde. J'ai dit merci, j'ai dit d'accord, merci. Et je suis parti avec le sourire, un super sourire. Comme j'ai dit, on vole toujours un petit peu après l'entretien avec le Dalai Lama. Et puis, je suis parti et j'ai attendu un petit peu pour recevoir quand même une réponse à ma lettre qu'il a faite. Parce que dans la lettre, je lui ai demandé quand est-ce que je devrais partir. Est-ce que c'est bien de partir maintenant ou pas? Et il m'avait dit quelque chose dont je me souviendrai toujours et qui était assez grand maintenant pour faire tes propres décisions. Quand on part à l'âge de 14 ans vivre tout seul dans un pays, surtout dans un contexte de bouddhisme tibétain, dans un monastère où on a un maître qui dit quoi faire à tout moment et quoi ne pas faire à tout moment aussi, ça a été vraiment quelque chose de révélateur. J'ai été très, très heureux, très touché quand il m'a dit voilà, c'est bon, maintenant tu peux décider par toi-même. Et donc, je suis reparti à Delhi, je suis rentré au Canada.
Et puis, là, j'ai été confronté aux difficultés des demandes d'admission dans les universités à Montréal. J'ai fait une demande d'admission à McGill, puis à l'UQAM. Et à l'UQAM, je voulais faire de la psychologie, mais on m'a découragé parce qu'on m'a dit, en fait, il faut des mathématiques, statistiques, etc., que j'avais absolument pas. Et qu'ils ont dit que le parcours était un petit peu trop étrange pour eux. Et donc, on m'a découragé fortement de le faire. À l'UQAM, on m'a proposé donc sciences des religions. À McGill, ils ont dit non, on ne veut pas de lui. Ce que je sais par expérience qu'ils ont regretté plus tard. Mais ils ont dit non, non, ça ne nous intéresse pas. Et puis l'UQAM a dit oui, en sciences des religions, c'était une possibilité. Donc j'ai commencé voilà, un diplôme de bachelier en sciences des religions, donc à l'UQAM. Après quoi, je suis parti en France faire une maîtrise en tibétologie. Je ne savais même pas que ça existait avant ça. J'ai fait une maîtrise en tibétologie, donc d'études du Tibet, de la civilisation, de la langue, les religions, etc. Et puis après, j'ai décidé que pourquoi est-ce que je ne ferais pas une demande d'admission à Harvard. En fait, j'ai un ami qui lui aussi est réincarnation occidentale. Lui, c'est vraiment le premier à avoir été reconnu. Et c'est un ami d'enfance. C'est un grand ami d'enfance et c'est un grand ami d'enfance et c'est un voisin maintenant. Et il m'avait dit, lui, qu'il allait faire, il voulait faire application à Harvard pour le programme doctorant et tout, et on s'était dit, pourquoi on ne le ferait pas tous les deux? Comme ça, on pourrait être tous les deux là-bas, les deux tout le coup, les deux réincarnations, Harvard, ça pourrait être sympathique. Et il a dit, oui, c'est une bonne idée et tout, sauf qu'il l'a pas fait. Moi, je l'ai fait, mais lui, il l'a pas fait. Donc voilà. Donc en 98, je suis parti faire un master et un doctorat en sciences des religions à Harvard. Voilà mon parcours académique. Pendant tout ce temps, je dirais que je me suis toujours posé la question, comment faire que toutes les différentes facettes de mon identité, de ma vie, puissent être mis en valeur et puissent surtout avoir une place. Et j'ai cherché pendant longtemps. En fait, quand je suis rentré de l'Inde, au début, j'étais très ouvert avec tout le monde, en me disant, voilà, je viens de passer 6 ans dans un monastère en Inde, j'étais moine, c'est pour ça que je ne bois pas d'alcool. Dans les soirées, c'était un peu compliqué. Et puis, je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, ça repoussait les gens. À cette époque-là, il n'y avait pas de curiosité. Il n'y avait pas cette curiosité. Donc, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient retirés de mon sac d'amis, entre guillemets, parce que j'étais trop étrange. Et donc, pendant longtemps, j'ai caché. J'ai décidé que je ne devais pas partager ça très facilement avec les gens. Qui j'étais n'était pas partagé. Je disais, voilà. On m'appelle Tenzin parce que mes parents sont bouddhistes et qu'ils ont décidé enfin, c'est un nom quand on m'appelle comme ça depuis l'âge de 8 ans, puis bon, je disais plus rien d'autre. C'était à l'UQAM, lors d'un cours sur le bouddhisme, justement, que ça s'est un peu révélé parce que je connaissais beaucoup plus sur le bouddhisme que la plupart des gens et que le professeur, parfois, me posait des questions dans la salle pour confirmer, voilà, pour l'aider parfois à répondre à des questions des étudiants. Et les autres étudiants trouvaient ça un petit peu étrange que le professeur me pose des questions à moi. Et donc ils sont venus me voir en me demandant mais pourquoi il te pose des questions à toi,
et tout. Et puis c'est à ce moment-là, je disais, ben, en fait, c'est parce que j'ai passé 6 ans dans un monastère. J'ai passé 6 ans dans un monastère tibétain et donc le bouddhisme, je connais intimement. Ensuite, quand je suis parti en France, il fallait encore une fois cacher ça. J'avais dit au début, voilà, j'étais reconnu comme réincarnation et le professeur m'avait dit, il ne faut surtout pas en parler. C'était vraiment comme si c'était quelque chose de négatif. Il ne faut surtout pas en parler, ils vont croire que tu es fou. C'est ça qu'elle m'a dit. Et donc du coup, bah, je disais, encore une fois, je ne disais pas grand-chose. Et puis, c'était quand j'ai fait la demande d'admission à Harvard que j'ai mis dans l'application, j'ai dit, j'ai passé 6 ans dans un monastère en Inde, je suis réincarnation, j'ai été reconnu comme ça, à l'âge de 8 ans, voilà mon parcours, etc. etc. Et c'était vraiment l'opposé, parce que c'est en partie grâce à ça que j'ai été admis à Harvard. Il y a aussi le côté, comment est-ce qu'on pratique dans la vie quotidienne, comment est-ce qu'on peut pratiquer le bouddhisme dans la vie quotidienne et tout. Est-ce que je pouvais continuer, même si j'étais plus moine, est-ce que je pouvais continuer à pratiquer? C'était des questions que je me posais, beaucoup aussi. Et ça a pris assez longtemps pour que je trouve vraiment un équilibre. L'équilibre que j'estime avoir maintenant. Et je dis que j'ai cet équilibre depuis, je dis maintenant, mais ça fait que depuis quelques années que je ressens vraiment cet équilibre où je marie facilement maintenant donc, mon côté académique avec mon côté traditionnel bouddhiste. Et donc ces deux mondes se sont enfin rencontrés. Ils se sont rencontrés et maintenant je les mets ensemble. En fait, c'est en mettant ensemble qu'ils se mettent en valeur. Et ça me permet aussi maintenant de faire ce que je fais régulièrement, c'est-à-dire qu'une fois par semaine à Paris, je guide des sessions de méditation. C'est une méditation qui est basée sur le bouddhisme, mais qui est sans un langage trop traditionnel, puisque en France, vous savez peut-être tous qu'il y a la notion de laïcité qui est très, très, très forte. Et donc, tout ce qui est religieux passe très, très mal. Et donc, déjà pour l'enseignement, quand j'enseigne à Paris, je suis pas dans je suis dans des institutions privées ou semi-privées, justement parce que ça me permet de faire un enseignement sur le fait religieux, sur les religions, plus facilement que des universités qui dépendent, eux, du ministère de l'Éducation. Et donc, qui ne devraient surtout pas toucher à la religion. Et voilà, donc avec la laïcité, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui recherchaient, qui voulaient vraiment avoir une pratique de la méditation sans être encombrés par le langage trop traditionnel qu'on retrouvait très souvent dans les centres bouddhistes en France. Et donc, comme je comprends le tibétain, je comprends maintenant mal parce que c'est devenu très rouillé, le sanskrit, et comme je parle anglais, français, ça m'a permis vraiment de chercher des mots, traduire des concepts pour expliquer et pour partager l'expérience de la méditation avec des gens dans un cadre non traditionnel.